Quand on a beaucoup d'énergie, on la dissipe très rapidement parce qu'en fait, quand on a beaucoup d'énergie, ça nous donne les moyens de conquérir, ça nous donne un avantage compétitif et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre. La Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ère du charbon et du pétrole abondant. Le XXe siècle, qui est un siècle où il y a eu énormément de guerres, ce sont des guerres qui sont faites par des pays riches ou par des pays pauvres, sponsorisés par les pays riches. Quand on est pauvre, on ne peut pas faire la guerre. On fabrique une bombe atomique. Pourquoi on fabrique une bombe atomique? Parce qu'on ne s'est pas mis de limite sur l'exploration, la compréhension de la matière fissile, etc. Et aujourd'hui, ça nous donne aussi le nucléaire civil, ça nous donne aussi les scanners et tout un tas de choses, peut-être de moins les moyens d'explorer l'espace. Tout cet azote là qu'on met partout, c'est l'eutrophisation des écosystèmes, etc. On est en train de détruire nos écosystèmes, on est en train de minéraliser nos sols, quoi. On est en train de créer des déserts. Et ce productivisme peut conduire à la maîtrise de technologies qui nous permettront de nous en passer. À commencer... Des technologies qui seront bien trop fragiles dans un monde fluctuant. C'est toujours pareil, on pense toujours au monde stable, mais dans un monde instable, une technologie qui dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Possibilité de destruction massive, guérison de maladies incurables, intelligence artificielle aux capacités exceptionnelles, modification génétique du vivant, et j'en passe. La science et les technologies qui en découlent semblent nous offrir les pouvoirs de Dieu. Mais face aux multiples menaces qui pèsent sur notre planète et nos conditions de vie, la science peut-elle réellement suffire ? Elle a su diagnostiquer l'origine du changement climatique, mais sera-t-elle capable de l'enrayer? Peut-elle nous aider à freiner l'effondrement de la biodiversité ou à résoudre les conflits qui se multiplient à travers le monde? La science va-t-elle nous sauver? Pour en débattre, aujourd'hui, au Bernardin, nous recevons Antoine Bueno. Antoine Bueno, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, auteur de L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu et de Faut-il une dictature verte? La démocratie au secours de la planète, tous deux chez Flammarion. Vous êtes depuis 2003 conseiller au Sénat en charge du suivi de la Commission du développement durable et de la délégation à la prospective. Olivier Amand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en biologie et en biophysique, directeur de l'Institut Michel Serres. En 2025, vous publiez l'ouvrage collectif L'entreprise robuste pour une alternative à la performance chez Odile Jacob. Merci à tous les deux de votre venue. Une petite question préliminaire pour vous, Antoine Bueno. Quelle devrait être la priorité de la science aujourd'hui, compte tenu de tous les enjeux qui s'offrent à nous ? Alors, au préalable, cette question, elle me gêne un petit peu parce que là où les priorités de la science, je dirais quand même, c'est à la science de là ou de les déterminer. Je m'explique. La science, c'est un processus complexe. C'est un processus qui est fructueux quand il est aussi un minimum autonome. Donc, c'est pour ça que je prendrai la question avec un peu de recul dès le départ et quelques pincettes. Après, il est vrai aussi qu'une société doit s'interroger sur l'utilité de la science, l'utilité des technologies et faire des choix et orienter ses choix tout en maintenant. C'est pour ça qu'il y a un juste milieu, un entre-deux, un modus vivendi à trouver entre cette nécessaire autonomie de la recherche scientifique et d'un autre côté les priorités socialement définies. Donc, les deux doivent pouvoir coexister. En ce sens-là, je reprends votre question et oui, on peut imaginer que la société oriente, canalise, etc. Donc, pour répondre précisément à votre question, je pense que vous avez en sous-texte de votre introduction et puis de l'ensemble de l'émission la question de la crise environnementale et de la nécessaire transition environnementale. Par ce prisme-là, bien sûr, la société a tout intérêt à canaliser les énergies, les connaissances, les moyens vers le plus possible de solutions pour faciliter, pour permettre que cette transition environnementale advienne. Et en plus, ça tombe bien parce que cette transition va avoir un besoin de science et de technologie absolument colossal. Je dirais qu'à tous les étages de la transition environnementale, on va avoir besoin d'innovation, de techniques, de technologies, de sciences, de recherche, de découvertes. Si vous prenez seulement la composante la plus connue de la transition environnementale, qui est la transition énergétique, vous avez dès aujourd'hui besoin de beaucoup de recherche pour le stockage de l'électricité. Cette transition, elle va consister principalement à électrifier
tarifier notre consommation énergétique. Et donc, il faut trouver des moyens de stockage si on développe des modes d'énergie renouvelables type solaire ou éolien. Et ça, le stockage, il y a différents modes de stockage et on doit améliorer nos capacités aujourd'hui, sinon la transition va être assez compliquée. Un autre mode d'électrification, c'est le nucléaire et on va avoir besoin d'autres types de nucléaire, c'est-à-dire des réacteurs différents de ceux dont on dispose aujourd'hui, qu'on appelle des réacteurs de 4e génération. Là, il y a énormément de recherche, énormément de sciences impliquées. On va avoir, selon toute vraisemblance, aussi encore besoin d'exploiter le moins possible, mais tout de même des énergies fossiles, c'est-à-dire le moins possible de charbon. Et le gaz, on va avoir beaucoup de mal à s'en passer complètement, etc., etc. Et pour ça, il va falloir de la science pour mieux maîtriser les techniques de captation du carbone, soit directement à la source, soit dans l'atmosphère. Ça, c'est uniquement pour la transition énergétique. Si vous prenez un autre volet de la transition fondamentale, qui est la transition agricole, c'est pareil. Cette transition agricole, elle consiste à passer d'une agriculture aujourd'hui industrielle très polluante, très intensive, à une forme d'agriculture qui va se rapprocher de l'agroécologie et qui va exploiter des techniques qui ont été malheureusement oubliées, qui sont des techniques de production ancestrales, mais qui présentent dans le monde actuel, pour nourrir bientôt 10 milliards de personnes, des gros inconvénients, à savoir qu'elles ne garantissent pas une production à la hauteur de nos besoins et elles sont plus intensives en main-d'œuvre. Et pour ça, pour remédier à ces énormes défauts, et il va falloir aussi de la technologie avec des nouvelles variétés, que ce soit des OGM ou des NBT. C'est pas tout à fait des OGM, c'est un peu différent. Il va falloir aussi du monitoring par intelligence artificielle, par ordinateur. Il va falloir aussi des robots qui soient capables de gérer ce mode agricole-là. Et le troisième grand volet de la transition environnementale, c'est la transition que j'appellerais industrielle, qui est la tension vers la circularité, pour laquelle il faut aussi énormément d'innovation, apprendre à utiliser moins de matière, moins d'énergie, c'est de l'efficacité, mais aussi apprendre, bien sûr, à éco-concevoir tous les produits et à recycler beaucoup de choses qu'on ne sait pas aujourd'hui recycler. Donc, la science et la technologie, si on peut la canaliser, si on peut l'orienter pour le bien de l'humanité, pour le bien de la transition environnementale, eh bien, on va en avoir énormément besoin. Alors Antoine a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être je vais revenir sur le mot science, juste pour peut-être faire un petit distinguo. Il y a une différence entre la science et la recherche. La recherche, c'est de la science en construction, finalement. Et c'est souvent le sujet de gros débats, hein, parce que parfois, la recherche, il y a du doute, on n'est pas très sûr, il y a du débat scientifique, du débat contradictoire. Et donc, ça demande cette tolérance, hein, finalement, un sas de décompression où, en fait, on n'est pas très sûr de ce qu'on dit, voilà. Mais par contre, il y a du fait établi scientifique, et là, on peut considérer que ça, c'est de la science. Ou si je le dis différemment, c'est la différence qu'il y a entre la vérité et l'exactitude. La vérité, c'est ce qu'on vit. Donc, si quelqu'un vient me voir et me dit que la Terre est plate, c'est sa vérité. Et je vais avoir à peu près n'importe quel argument, je ne vais pas pouvoir convaincre cette personne que la Terre n'est pas plate. C'est sa vérité. Par contre, l'exactitude, c'est un peu la vision du dieu de Leibniz. C'est une vision très, très, très stellaire, on va dire, voilà, enfin un peu irréelle, hein, idéale, hein, où on voit voilà, une forme de vérité absolue, et donc ça, ce serait l'exactitude. Alors, une fois, après avoir dit ça, oui, on va avoir besoin de la science, et à vrai dire, je vois bien, moi, dans toutes mes interventions, que de revenir aux faits scientifiques, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour avoir un débat apaisé. Parce que le fait scientifique, ça a tendance à mettre tout le monde d'accord. Il y a beaucoup d'opinions qui circulent, beaucoup de théories du complot, beaucoup de choses. Le fait scientifique est finalement assez simple. C'est quelque chose qu'on peut observer, c'est du fait empirique, et donc on peut le discuter, et ça permet de déminer beaucoup de discussions. Il y a Patrick Vivray qui parle de désaccords féconds. Finalement, c'est une méthode qui permet d'aller creuser vers le fait scientifique, puisque la méthode, c'est de passer beaucoup de temps sur les définitions, donc de bien être sûr de quoi on parle et quels sont les termes. Hein. Donc c'est pour ça que je reviens sur science versus recherche, ou vérité versus exactitude, et aussi d'expliciter sa logique, d'aller jusqu'au bout de sa logique. Donc quand on explicite sa logique, en fait, on n'essaye pas de convaincre l'autre, on essaye vraiment d'aller jusqu'au fond de sa pensée. Et ça demande d'aller voilà, au fond du fait scientifique. Alors sur les
la science comme une solution, pour moi, il y a un point clé qu'on va voir, à mon avis, dans les années à venir, et je pense que là, d'ailleurs, on va être d'accord, c'est sur l'aspect participatif des sciences ou de la recherche. La recherche participative, c'est des sciences où, en fait, on ne les laisse plus dans des tours d'ivoire. C'est pas seulement les citoyens qui viennent valider des projets de recherche actuels ou des projets scientifiques actuels, c'est plutôt des scientifiques avec des citoyens qui, ensemble, vont identifier des questions. Et donc pas les réponses, les questions dans leur territoire. C'est quoi la question dans le territoire qu'on veut développer? Donc par exemple, relancer une filière de l'épeautre en région lyonnaise, par exemple. Ça, voilà, c'est un projet dans lequel j'étais impliqué pour de la recherche participative. Mais on peut imaginer des tas d'autres questions. La Convention citoyenne pour le climat, c'est l'exemple typique d'une approche participative où finalement, là, on embarque des scientifiques, des citoyens et on essaie de travailler les questions avant de travailler les réponses. Donc j'aurais plutôt tendance à insister plutôt là-dessus. Parce que sur la liste des technologies donc qui vont nous aider évidemment à passer le monde qui vient, très souvent en fait il y a d'autres questions à se poser. Je vais peut-être prendre l'exemple de la transition énergétique, juste pour prendre un exemple. Avant de se poser la question de quel type d'énergie on produit, de combien de nucléaire on met, est-ce qu'on met des voitures électriques ou je sais pas quoi, à mon avis, la première question à se poser, c'est de combien d'énergie a-t-on besoin dans un pays, et voire même de combien d'énergie a-t-on besoin dans un pays en mode dégradé. Qu'est-ce qui fait tourner les besoins essentiels du pays? Si cette énergie, pour produire ce niveau d'énergie de base, si ça dépend de produits, de ressources, de circuits économiques dont on n'a pas la main dessus, qui sont finalement pas très robustes, et ben c'est dangereux. Voilà, tout simplement. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, c'est dangereux. Donc pour moi, ce serait la première question à se poser. Après, qu'on décline ça avec tout un spectre, une palette d'outils énergétiques, de technologies différentes, très bien, mais à mon avis, c'est la première question à se poser. Voilà, donc ce serait peut-être en ouverture ce que je dirais sur la science. Vous avez rapidement évoqué le concept de robustesse. Est-ce que vous pouvez l'expliciter? Oui, je peux le dire en 2 mots. Alors, c'est ce que je porte beaucoup ces temps-ci. Donc, la robustesse, c'est très simple. On peut faire un petit schéma. C'est que si on lit les rapports scientifiques sur la transition socio-écologique là, qui vient, tous les rapports scientifiques sont d'accord là-dessus pour dire qu'on va rentrer dans un monde qui est de plus en plus fluctuant, de plus en plus variable, de plus en plus imprévisible. Il y a tout un champ sémantique de la variation, le monde VUCA, le monde banni, le monde de la polycrise, de la permacrise. Ouais, tout ça, ça dit la même chose. Ça veut dire qu'on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Donc ça va tanguer de plus en plus fort chaque année, ça va tanguer de plus en plus fort et on en prend pour 2 ou 3 siècles. Donc ça va tanguer pendant longtemps parce qu'on a vraiment dévasté les écosystèmes et déréglé le climat de façon déjà majeure. Donc ça va prendre beaucoup de temps avant d'arriver dans un autre monde. Donc en tout cas, à plus ou moins court terme ou à moyen terme, disons, ça va tanguer très fort. Donc ça, c'est le monde fluctuant qui vient. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que le GIEC, l'IPBES, l'IUCN, la CIA, l'OCDE, le Forum économique mondial de Davos, donc c'est quand même des spectres assez larges de personnes. Tout le monde est d'accord là-dessus parce qu'on le voit. Juste pour donner un chiffre, les événements climatiques extrêmes en France, leur fréquence a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc on est rentré dans le monde fluctuant et ça veut dire que les humains du 21e siècle vont voir des environnements fluctuants qu'aucun humain n'a vécu en 10 000 ans, depuis le dernier âge glaciaire. Donc on va avoir vraiment des fluctuations qui vont nous surprendre. Donc ça, c'est le monde fluctuant qui vient. Comment on fait pour habiter ce monde fluctuant? Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut juste regarder les êtres vivants, parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc ils ont été sélectionnés quelque part en cours d'évolution pour résister à ces fluctuations. Et donc ce qu'on trouve au cœur des systèmes vivants, que ce soit des réseaux de neurones, des réseaux métaboliques, des réseaux physiologiques, des écosystèmes, c'est la robustesse. Alors, la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc, c'est un arbre dans le vent, il est stable malgré les fluctuations, mais un arbre, il est aussi capable de gérer des gelées hivernales, des sécheresses estivales, donc il est aussi viable malgré les fluctuations. Donc ça, il est robuste. Robur, c'est le chêne. Donc l'arbre est pratique pour ça, pour l'incarner. Et ben ça, c'est la robustesse. Comment font les êtres vivants pour être robustes? Alors c'est là où c'est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas efficients. Donc efficacité, c'est atteindre son objectif, efficient avec le moins de moyens possible. Les êtres vivants n'ont pas d'objectif,
ou alors dit autrement, ils en ont tellement qu'il n'y en a pas un qui domine, et ils gâchent énormément de ressources. À l'échelle individuelle, c'est une catastrophe managériale, hein. Enfin, un arbre qui perd ses feuilles à l'automne, typiquement, c'est une catastrophe, hein. À l'échelle individuelle, c'est une perte de ressources énorme. Mais évidemment, ça va nourrir l'écosystème, et en retour, ça va nourrir l'arbre. Donc c'est une forme de circularité, là, on y retourne. La circularité, hein, si je le redéfinis, hein, la circularité, c'est se placer dans les conditions où le gâchis n'est pas un problème, puisque tout est circulaire. Et donc les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc il y a un peu de performance, évidemment, chez les êtres vivants. C'est pas zéro performance, mais les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et donc nous, société humaine là, du 21e siècle, hein, ce qui est remarquable, c'est que nous faisons l'inverse. Nous sommes performants avant d'être robustes. Et donc c'est pour ça que dans nos systèmes suroptimisés, ça craque de tous les côtés. Et donc le monde fluctuant qui vient, c'est le produit de notre obsession culturelle pour la performance. Et donc la transition qui vient, avant d'être énergétique, écologique, économique, sociale, politique, elle est d'abord culturelle. Il va falloir dérailler du culte de la performance. En fait, il faut réaliser qu'on est dans une forme de dérive sectaire. Quand on utilise le mot performance actuellement, on l'utilise pour tout. On peut parler de performance pédagogique, de performance d'une entreprise, là c'est de la rentabilité. Dès que c'est bien, c'est performant. Alors qu'en fait, il faut bien se poser la question. La performance, si c'est efficacité, efficience, ça veut dire qu'on se canalise et donc qu'on se fragilise. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, la performance a bonne presse, alors que tout nous dit que nous sommes dans un burn-out. Alors, ce n'est pas seulement le burn-out des humains, un burn-out du droit international, un burn-out des écosystèmes, c'est un burn-out généralisé parce que nous avons été obsédés par l'efficacité pendant bien trop longtemps. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce concept, Antoine? Waouh! Alors déjà, je ne veux pas rebondir beaucoup et bien longtemps puisque je découvre, donc j'essaye d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle et donc je pourrais éventuellement rebondir après avoir bien lu, réécouté tout ça et pouvoir digérer la chose. J'ai juste une petite question, c'est du coup comment on articule robustesse et résilience? Parce que il y a des mots qui sont à la mode. Résilience, on en a énormément parlé et je pense que c'est pas un hasard si vous utilisez robustesse et donc il doit y avoir une différence. Alors il y a une différence. Donc la résilience, alors il y a 30 définitions de la résilience, donc c'est déjà très compliqué de savoir de quoi on parle quand on parle de résilience. La résilience, hein, c'est un mot du XVIIe siècle, c'est l'écho qui rebondit, donc résilire en latin, rebondir. Et après, bon là, en psychologie, après un traumatisme, on remonte, et après en socio-écologie, après un effondrement, on remonte la pente. Alors bon, pourquoi pas, hein, la résilience en socio-écologie d'ailleurs est beaucoup plus riche, hein, parce qu'on se transforme aussi. D'ailleurs, Boris Cyrulnik en psychologie commence à dire que maintenant aussi on se transforme dans la résilience. Alors ça, c'est très problématique parce que le mot résilience, en sciences des matériaux, hein, c'est on revient à l'état initial. Donc en fait, la résilience pourrait nous donner l'impression qu'après un traumatisme, on va revenir à l'état initial. En fait, non, il ne faut surtout pas revenir à l'état initial. Enfin, d'ailleurs, on ne peut pas. Après un traumatisme, enfin, ceux qui ont vécu le Bataclan, leur dire qu'ils sont résilients, ils vont être très énervés, quoi, hein. Évidemment que leur vie a changé. Et donc, ils se sont transformés. Ils n'ont pas été résilients. Ils se sont transformés. Donc, c'est mon problème avec la résilience, c'est qu'elle est désastro-dépendante. Il faut un désastre, on apprend de ses échecs, hein, quelque part, on remonte. Et alors que la robustesse, c'est pas une trajectoire, c'est un espace de viabilité. Donc on augmente l'espace de viabilité quand on augmente sa robustesse. Donc c'est les bornes, hein, on élargit les bornes et donc on autorise n'importe quelle trajectoire, y compris la trajectoire résiliente. Et donc sur la résilience sur laquelle je pense on va être d'accord, c'est la résilience socio-écologique, celle de Carl Folke, du Stockholm Resilience Center, qui est la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde dynamique. Là, ça commence à ressembler à la robustesse. Alors on pourrait dire que c'est après une rupture systémique qu'on a besoin d'aller jusque-là. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi utiliser ce mot-là de résilience. En fait, c'est le mauvais mot, quoi. Moi, très bêtement, j'ai un paradigme qui date de ma 4e ou ma 3e, donc du collège, qui est celui de La Fontaine, du chêne et du roseau. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu surpris, parce qu'on m'a quand même toujours appris que le chêne, il était quand même moins bien barré dans la tempête que le roseau. Et le roseau ferait référence plutôt à la résilience, alors que le chêne à la robustesse, d'où ma question. Bien sûr, alors la fable du chêne et du roseau,
roseau, c'est parfait parce que les deux sont robustes. C'est ça qui est incroyable. Ah, d'accord. Mais ils sont différents. Le roseau, il a une durée de vie courte, donc Ouais. il est plutôt stable que Ouais. viable. Ouais. Et le chêne, il est robuste aussi, mais il est plutôt viable que stable. C'est-à-dire qu'en fait, il peut casser mécaniquement, mais avec la quantité de bourgeons qu'il a dans son tronc, il peut refaire des branches à tire-larigot. Donc il va vivre des centaines d'années après des cassures, après des sécheresses, après de la foudre, sans problème. Et par ailleurs, moi, ce qui m'a étonné en vous écoutant, c'est d'entendre dire que la nature était ni efficace, ni efficiente. Mais est-ce que tout ça, c'est pas très relatif? Est-ce qu'on pourrait pas porter exactement le jugement inverse dessus? Par exemple, notre cerveau, il est capable de prouesses extraordinaires, et pour ces prouesses-là, il consomme très, très peu d'énergie. Aujourd'hui, technologiquement, on n'est pas capable de faire ça. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire quand même que Bah oui. notre cerveau et puis globalement la vie est efficiente. Elle a besoin d'assez peu de ressources. Puis même, elle est efficace puisque le but de la vie, s'il y en a un, c'est de se perpétuer dans son être, c'est-à-dire de survivre. Alors, enfin, tout le monde ne survit pas. Il y a des êtres qui meurent, il y a des espèces qui meurent, mais la vie, globalement, en tout cas depuis qu'elle existe sur Terre, malgré d'énormes chocs, d'énormes crises, elle a cette efficacité. Alors, sur ce point-là, si on regarde l'évolution darwinienne, c'est surtout des impasses évolutives. L'évolution darwinienne n'est pas fiable. C'est une histoire de décimation. En fait, donc, c'est pas du tout efficace, l'évolution darwinienne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. L'essentiel des espèces disparaissent et de façon massive. C'est presque un hasard qu'il y ait certaines espèces qui passent les siècles. Enfin, je regarde Ouais, bien sûr. le verre demi-plein, Ouais. demi-vide, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas à la moitié. C'est vraiment beaucoup plus robuste que performant. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est le documentaire animalier des années 80, là, où on voit une lionne qui se chope une gazelle, le moment de performance de la lionne, quoi, littéralement. Voilà, on va aller sur la ligne droite, le trajet le plus court, et puis voilà, on va tout de suite tuer la gazelle. Alors, faut juste regarder une gazelle pendant une semaine complète. Ah oui, bien sûr. La gazelle, enfin, ou la lionne pendant une semaine complète. La lionne, elle va dormir l'essentiel de la semaine. Quand elle se réveille, elle va marcher au milieu des gazelles sans les chasser. Et les gazelles, d'ailleurs, ne sont pas menacées. Elles se baladent autour, il n'y a aucun problème. La lionne, elle va s'occuper de ses petits. Donc, elle va faire plein d'autres choses. Et puis, il y a un moment, elle va avoir un peu faim, donc elle va commencer à se décider à chasser. Quand elle chasse, 95% du temps, elle rate. Donc, Oui. même le moment où elle décide d'être performante, elle Ouais. n'est pas performante. Donc, en fait, mais j'entends ça, c'est qu'en fait, il y a des moments de performance dans le vivant qui sont assez incroyables. Il y a la crevette pistolet là, qui claque sa pince et ça monte à 4000 degrés instantanément. Enfin, c'est des trucs complètement incroyables. Mais sauf que cette grosse pince que se traîne cette crevette pistolet, elle doit se la traîner toute sa vie. Donc, Mais c'est très, très l'appréciation beau. me semble quand même très relative. Pardon, je sais pas. L'appréciation globale me semble très relative. Vous parliez de verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Ouais. On pourrait regarder la nature soit selon le premier, soit selon Alors, le second prisme. bien sûr, alors c'est ça qui est incroyable, et d'ailleurs même certains collègues biologistes, c'est qu'en fait, quand on met le focus sur un processus, on va trouver de l'optimisation. On va trouver de la performance. Mais on oublie que ce petit processus performant est dans un énorme réseau où il y a plein de redondances, plein d'hétérogénéité, plein d'aléatoires, énormément d'incohérences, beaucoup d'inachèvements. Enfin, le vivant est inachevé. Ce sont que des contre-performances. Et en fait, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est les marges de manœuvre, le jeu dans les rouages. Vraiment en tout premier. L'exemple que je prends tout le temps, c'est la température corporelle. Donc, on est à 37 degrés et quand on a la fièvre, voilà, on monte à 40 degrés. En fait, à 40 degrés, c'est là où notre système immunitaire est très performant. À 37 degrés, notre système immunitaire n'est pas très performant. Et donc, on voit bien que dans notre vie, on va passer l'essentiel de notre vie à 37 degrés, ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé, qui est le mode robuste, et on va passer quelques jours dans sa vie à 40 degrés, qui est le mode performant, mais fragile. Et c'est ça qui a été sélectionné au cours d'évolution. C'est la robustesse. En premier, c'est pas que pour dire qu'il y a zéro performance. Encore une fois, il y a des moments de performance, mais c'est très, 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 très secondaire. Vraiment. C'est qu'en fait, quand on commence à avoir une vision un peu systémique, holistique du vivant, qu'on voit ce réseau d'interactions, mais c'est hallucinant. C'est vraiment ce qui saute aux yeux. Un arbre, par exemple, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, le nombre de villosités qu'on a dans l'intestin, le nombre de globules rouges qu'on a dans le sang. On est tous des êtres extrêmement redondants, par exemple. Si on voulait faire de l'optimisation, on aurait un globule rouge, un arbre, il aurait une feuille. C'est pas ça qu'on voit, en fait. Alors, en fait, passé la sidération initiale de la découverte du concept et du raisonnement, la réflexion commence progressivement à se mettre en place. Et je m'aperçois que déjà, le constat initial, on peut énormément le discuter. D'ailleurs, c'est passionnant, c'est très, très intéressant. Placer des qualificatifs sur la nature en disant c'est efficace ou c'est pas efficace, c'est efficient, c'est pas efficient. À mon avis, il y aurait déjà beaucoup à en dire. Ensuite, et c'est là où ça commence à me faire très, très peur, c'est que vous avez commencé à extrapoler
sur le monde humain. Mhm. Et il y a une phrase qui m'a heurté, ou en tout cas que j'ai retenue, qui est « on le voit bien, ça craque de toutes parts ». Mm. Alors, on ne vit pas forcément dans le même monde, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais moi, je n'avais pas vu ça, mais vous allez sans doute me montrer. Et je termine. Et le troisième point, c'est ensuite, quand bien même on serait d'accord sur les deux premiers, mais je pense que déjà c'est compliqué, le troisième stade, c'est tirer d'observations naturalistes des conclusions et des décisions collectives dans le domaine politique, dans le domaine de l'action humaine. À chaque fois qu'on a essayé ou voulu faire ça, Oui. ça a donné des catastrophes. Voilà. Bon, bref. Mais je ne sais pas si vous alliez faire ce saut quantique-là, j'en sais rien. Alors, sur le dernier point, je suis tout à fait d'accord. On va pas devenir des fourmis ou des feuilles sur un arbre. Ça, très clairement, on est des sociétés humaines, donc on a inventé l'écriture, il y a des jeux de pouvoir, on a construit des sociétés complexes. Donc, il y a certainement des principes du vivant pour lesquels qu'on ne va pas suivre, très clairement. Typiquement, construire une société, se projeter dans le temps futur, faire de la science-fiction, ça c'est voilà, une fourmi ne peut pas le faire. C'est juste qu'on ne peut pas se projeter dans le temps. Enfin, quand on est une fourmi, on ne peut pas se projeter dans le temps très très long. Donc, c'est sûr que là, il y a des grosses différences. Mais pour moi, c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est plutôt que actuellement, et là, j'insiste, ça craque. Et alors vraiment, mais il y en a des exemples, il y en a tous les jours. Le canal de Suez. Le canal de Suez, on l'a construit pour optimiser le transport maritime international. Et c'était vu au départ comme même une économie d'énergie. Alors c'était bien avant le pétrole, mais en tout cas c'était quand même déjà une forme d'économie d'énergie. Maintenant on est devenu complètement dépendant de ce canal de Suez parce que voilà, c'est 12% du transport maritime international. Donc on est dépendant, même pour des médicaments, mais que maintenant les médicaments on les fait fabriquer en Chine, en Inde, parce qu'ils peuvent passer par le canal de Suez, sauf que c'est évidemment un nœud hyper fragile. Le canal de Suez, il suffit d'une bourrasque et d'un bateau qui se met en biais, et ça y est, on est bloqué. Donc c'est de l'optimisation qui fragilise. C'est la pénurie de moutarde en 2022, parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Comment se fait-il qu'on puisse plus faire de moutarde en France parce qu'il y a une sécheresse au Canada ? Il faut se rendre compte à quel point on a tout suroptimisé. C'est CrowdStrike l'été dernier, en 2024, parce qu'il y a une entreprise de cybersécurité qui fait une erreur de mise à jour, et c'est tous les systèmes Windows du monde qui tombent. Pour moi, c'est une évidence que le système craque. Ah oui. Alors moi, je vois absolument pas qu'il craque, Ouais. surtout si on regarde le temps long. Vous vous rendez compte du monde hallucinant et extraordinaire dans lequel on vit. Ah oui. Un monde, enfin, je me doute que vous en avez pleinement conscience. C'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, pour le coup, je le verrais à 99% plein quand même. L'espérance de vie de l'humanité n'a jamais été aussi haute. On a gagné en 2 siècles des décennies d'espérance de vie moyenne. Vous allez me dire, oui, mais certains plus que d'autres. Certes, mais j'ai un chiffre, moi, qui me frappe, c'est l'Afrique. En 25 ans, l'espérance de vie du continent africain, c'est-à-dire le continent le plus pauvre de tous, a aussi énormément augmenté. La part de la population mondiale dans l'extrême pauvreté est passée d'un chiffre effrayant à 10% de la population mondiale aujourd'hui. Ça ne s'est jamais produit. On n'a jamais vu ça. C'est pareil pour le taux de violence, de criminalité, particulièrement dans nos sociétés démocratiques, européennes, etc. Mais même à l'échelle de l'humanité, en termes de pourcentage de la population, les morts violentes, et même quand on ramène ça à ce que connaissaient probablement, même si c'est pas toujours très très bien renseigné, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, en tout cas à certains moments, dans certaines tribus, on vit véritablement un âge d'or. Et quand vous me dites ça craque de partout, je ne vois pas que ça craque de partout parce que ça reste encore vrai. Alors, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire que ça sera encore vrai demain, et je pense que notre effort, et pour le coup, à vous et à moi, c'est de faire en sorte que justement, ça craque le moins possible. Et ce que vous me dites, c'est, moi, ce que j'entends, c'est, attention, ça peut facilement craquer, parce que nous sommes dépendants de plein de choses, et donc ce système-là a généré plein de fragilités. Ben oui, mais c'est toujours pareil, vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Les fragilités sont à la mesure des gains obtenus. Quand, à l'aube de l'humanité, on commence à maîtriser le feu, les gains sont immenses, sont absolument colossaux. Et pourtant, le feu génère des dangers nouveaux qui sont aussi considérables. Quand on s'abrite dans un lieu où on fait un feu, une entrée de caverne par exemple, la respiration est altérée, donc les maladies commencent à se développer en raison voilà. Donc il y a pour chaque progrès, et on en est là, on en est encore là, il y a un nouveau danger proportionnel qui se met en place. Et moi, ce que j'observe surtout, c'est l'extraordinaire. Je suis désolé
désolé d'employer ce mot, parce que je n'ai pas encore assez réfléchi à la robustesse, mais ça viendra, je vous le promets, c'est l'extraordinaire résilience de notre monde. Vous me dites, le canal de Suez, on serait bien embêté, ça commence à craquer, c'est 12%, etc. Et des exemples comme ça, on peut les accumuler. Ok, d'accord. 2008, crise subprimes, crise financière extraordinaire, exceptionnelle. En termes de volume, c'était bien plus que 29. Dès 2009, l'économie mondiale repart. Exemple encore plus effrayant et incroyable, qui relève de la pure science-fiction, c'est le Covid. Le Covid, on arrête l'économie mondiale. C'est-à-dire quelque chose qui était réputé être une dynamique strictement instoppable. On est censé être dans un monde libéral qui n'est régi que par l'argent, etc. Et du jour au lendemain, on dit, ben non, en fait, on va finalement arrêter ça pour protéger des non-productifs, en plus, prioritairement, des personnes âgées, des enfants. On pensait au départ, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que les enfants étaient très fragiles. On s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait le cas, etc. Mais enfin, toujours est-il qu'on a fait ça. Et pareil, rebond, résilience extraordinaire. Dès l'année d'après, la croissance économique repart, les systèmes mondiaux de commerce se remettent en branle, etc. Après un choc de cette importance. Donc moi, ce que je vois, c'est, je ne sais pas si c'est la robustesse, peut-être. En tout cas, j'ai employé le mot résilience, donc je vais continuer, parce que moi-même, je suis trop rigide, mais je vois une extraordinaire résilience de notre monde. D'accord, je vais nuancer, mais quand même insister. Alors, par où je démarre, l'espérance de vie en bonne santé. Alors, je suis d'accord, il y a plein de pays où ça a augmenté grâce à la performance qui a eu lieu pendant le XXe siècle. Je note qu'aux États-Unis, l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente jusqu'en 2012, et elle baisse depuis 2012, chaque année. Donc en fait, là, c'est un exemple typique à la Ivan Illich de performance contre-productive. Le Covid, moi j'adore l'expression qu'a utilisée Richard Horton, le rédacteur en chef de The Lancet, et Barbara Stiegler. Il ne parle pas de pandémie, il parle de syndémie. Le Covid, c'est l'exemple typique du système qui craque. C'est que le même virus, SARS-CoV-2, c'est un coronavirus extrêmement banal, c'est un virus du rhume, bon, carabiné, je ne veux pas dire le contraire, c'est un virus carabiné, mais c'est un virus extrêmement banal. Le même virus, dans les années 60, on n'aurait pas confiné. Tout simplement parce que, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu une pandémie comme ça ? Alors des avions partout, intenses, qui vont partout. Évidemment que ça diffuse le virus extrêmement rapidement. Une alimentation grasse, sucrée, ça fait du diabète de type 2, ça fait de l'obésité, ça fait des comorbidités. Donc du coup, les lits. La crise de 2008, alors oui, on l'a récupérée, mais comment on l'a récupérée, la crise de 2008 ? En optimisant un peu plus. Donc les hôpitaux, on a enlevé des lits pour optimiser. Du coup, en 2020, évidemment qu'on n'a pas assez de lits. Donc en fait, c'est ça qu'on voit. La dynamique, c'est une dynamique de la suroptimisation. Mais je suis d'accord sur le discours général. Juste pour finir, Michel Serres avait écrit un bouquin, c'était mieux avant. Et donc là, je suis d'accord. C'est que le niveau de souffrance qu'il y avait au Moyen-Âge, on n'avait pas accès à tous nos antidouleurs, etc. Il y a eu énormément de progrès. Je ne mets pas tout à la poubelle. Le problème, c'est qu'il faut juste réaliser aujourd'hui, là, en 2025, que nous sommes allés beaucoup trop loin dans la performance. Et même si je prends les Africains avec leur espérance de vie qui augmente, ou les Américains dans leur territoire. Si je prends les États-Unis, par exemple, on estime qu'il y a 1/5 de la surface agricole américaine qui est polluée au PFAS et qui devient incultivable. 1/5 de la surface agricole des États-Unis. Les Africains qui vivent mieux maintenant, mais avec le changement climatique, si on continue sur cette trajectoire-là, c'est tout l'Équateur qu'il va falloir évacuer, parce que ce ne sera plus habitable pour des humains. Alors, on augmente l'espérance de vie pour une génération, 2 générations, mais après, le territoire n'est plus habitable. Je suis désolé, ça, c'est de la performance contre-productive, très clairement, quoi. Alors là, si un territoire qui n'est plus viable, je vois pas comment... Mais on va être d'accord, en fait. Vous aviez raison au début, c'est une question de vocabulaire. Contaminer des terres au PFAS, c'est de la contre-performance, c'est pas de la performance. La performance, c'est parce qu'on a fait des PFAS, surtout parce qu'on a fait des intrants, des engrais, etc. On a réussi à améliorer la productivité et à nourrir 8 milliards d'êtres humains. C'est ça la performance. Mais cette performance-là, elle a un contre-coup et un coût qui est contre-performant. Et donc, c'est pas le concept de performance qui est problématique. Il faut que je raconte toute l'histoire. C'est que aux États-Unis, ils ont utilisé les boues des stations d'épuration comme fertilisant. Et en effet, c'est plein de nutriments, des boues de stations d'épuration. Et donc à l'époque, on mesurait les métaux lourds, tout ça. Donc on faisait des petits tests, mais on n'avait pas mesuré les PFAS depuis les années 80. Même si le sujet était bien connu de 3M et compagnie, Dupont et compagnie, ils savaient très très bien que c'était toxique. Ils l'ont pas dit. Du coup, on a répandu ces boues d'épuration partout. Donc voilà, 1/5 des surfaces agricoles. Donc c'est de la performance. C'est que c'était un engrais pas cher. Non mais d'accord. Circulaire même. Vous vous opposez au PFAS.
Ah bien sûr, les PFAS, Et, et donc, vous êtes d'accord avec le fait qu'il faudrait, si possible, les retirer de Ah bien l'atmosphère? sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais il Ouais. faudra être sacrément performant pour faire ça. Alors de ça non, c'est pas forcément. Ah bon? C'est-à-dire que ouais, c'est en fait, c'est Je comprends plus. non parce que si on fait de la performance, si par exemple je suis un dictateur et que je dis, bah, maintenant on interdit les PFAS, Ouais. je suis à peu près sûr que ça va pas marcher. Parce que ça vient d'en haut, ce sera pas ancré. Ah, mais là, vous déportez le terrain sur encore autre chose. Là, vous me parlez des moyens. Il ne faut pas confondre les moyens et le résultat. Le résultat, c'est retirer tous les PFAS de la nature. C'est une performance. On est d'accord ou pas d'accord là-dessus? Alors les PFAS, c'est des polluants éternels, donc on va mettre beaucoup de temps avant Mais de les d'accord, éliminer. mais Mais c'est au moins un exemple. interdire la production, Ouais. non mais ça, plus sur la Ouais. production. Si déjà on a arrêté d'en produire, Je ce comprends sera pas déjà ce que vous me extraordinaire. dites. Là, je comprends plus du tout. Ouais. La neutralité carbone, vous êtes pour ou contre? Bah, ça dépend. IKEA va atteindre sa neutralité carbone en 2030, Ouais. donc on pourrait applaudir. Sauf que pour atteindre sa neutralité carbone, IKEA dévaste les écosystèmes en replantant des forêts très homogènes avec des arbres qui poussent beaucoup trop rapidement. Et donc c'est contre-productif. D'accord, mais donc, enfin, ça va dans tous les sens. Je comprends ce que vous voulez dire, mais Ikea serait très performante en faisant les deux, c'est-à-dire à la fois en atteignant la Voilà. neutralité carbone, mais ça serait quand même de la performance. Je veux dire, cette transition non. environnementale va nous imposer d'être performants, puisque c'est un défi technique qui est absolument Alors, faut bien que colossal. ouais, Et vous disiez, l'efficacité, c'est le but, atteindre un but. Exactement. Là, on doit atteindre un but qui est un Everest, c'est-à-dire un but qui est peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever, et on va devoir l'atteindre. Donc, il Absolument. va bien falloir être efficace. Bon, ça fait partie de la performance. Et ben Et non. l'efficience aussi. L'efficience, c'est non, non faire plus. atteindre des buts. Pardon, je finis juste Ouais. avec, et je vous laisse promis, avec le moins d'énergie et de matière possible. Ça fait partie de la transition. Donc, voilà. Ouais, non, je comprends. Mais alors, je force un peu le trait, parce qu'évidemment qu'il y aura besoin d'un peu d'efficacité, d'un peu d'efficience, mais le mettre en premier, là, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Alors, il y a un adage zen qui est bien pratique pour ça. Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. C'est typiquement, c'est Ikea, Ouais, non, c'est mais ça. c'est Ils une ont atteint punchline, leur hein, objectif. ouais. Non, c'est une mais sauf que c'est vrai, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est les KPI dans l'industrie. Voilà, quand on suit le KPI, on se met des œillères et on ne voit plus le reste. On ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire son territoire et donc ses futurs clients. Mais là, je comprends plus du tout. La transition environnementale, c'est, pour avoir une vision très très claire, c'est le fait d'internaliser les coûts environnementaux, ce qu'on ne fait pas, qu'on ne fait pas depuis 2 siècles. À partir du moment où vous faites ça et vous dites, en fait, la nature, elle n'a pas de prix, mais elle a quand même une valeur et on va essayer d'y associer un coût et donc on va rentrer ça dans la fonction de production. Vous n'avez plus... À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez internalisé le coût, vous n'avez plus à vous poser la question de la performance, puisqu'au contraire, vous devez maximiser votre performance qui va, en plus, minimiser le coût environnemental. Je ne comprends plus du tout. Oui, je comprends. Alors, c'est ce qu'on appelle parfois la performance globale, une performance plurielle. Et donc là, en fait, ça pourrait marcher d'un certain point de vue parce qu'on a internalisé plein de choses et donc c'est une performance plurielle, on pourrait le dire comme ça, avec la biodiversité, les pollutions, le rendement économique, enfin tout, on met tout dedans. Sauf que quand on fait ça, on est obligé de faire des compromis. Et quel critère de choix? Alors le problème, c'est que si on reste sur la performance, ça veut dire qu'on va choisir Mais des pardon, silos. je suis désolé, mais sans performance, on ne fera pas la transition. Hein. Ah mais il en faut. Le pompier, il a besoin d'être performant Mais quand c'est il va pas au il en feu. faut, c'est que c'est la définition même de la transition, la performance. Quand on se rend compte de tout ce qui a changé, c'est-à-dire qu'il faut à peu près transformer la totalité de notre système économique avec 8 milliards de personnes en espérant qu'au moins la moitié ou plus ne crèvent pas de faim, c'est de la performance pure. Alors non, je pense pas. On revient peut-être sur un endroit où on est déjà allé. Je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce point, mais c'est Non, mais ça m'intéresse parce que je veux réfléchir au sujet. Hein. Ouais. Pour moi, c'est culturel, c'est surtout ça en fait. c'est le principe du débat. Et merci pour cette discussion. Je commence à cerner. Vraiment... C'est très problématique ce qu'il vient de dire quand même. C'est ça qu'on n'est pas d'accord. Pour revenir à quelque chose que vous avez évoqué, notamment Antoine Bueno, peut-être dans cette optique de performance, ou en tout cas jusqu'où on va dans la performance, vous avez évoqué au début de conversation les OGM comme possibilité de sortie de crise du modèle agricole. Si selon vous, on peut utiliser, ou même on doit utiliser les OGM, où est-ce que vous mettez la limite dans la transformation du vivant ? Il n'y a pas à mettre de limite, en tout cas, il n'y a pas à mettre de limite a priori. C'est ça, une grande distinction à faire entre les limites a priori et les limites a posteriori. On raisonne là comme si on était arrivé au bout de notre histoire.
que c'était terminé. Bon, on aurait pu considérer que c'était terminé il y a 2 siècles, hein, et on n'aurait pas eu tout ce qui fait aujourd'hui, rien que l'émancipation des femmes, hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On n'aurait pas eu la médecine moderne, on n'aurait pas eu ce gain d'espérance de vie fantastique, on n'aurait pas eu les vaccins, les antibiotiques, l'aseptisation, la pasteurisation, etc., etc. Ben là, on est au même point. On est au même point. Je pense que, sauf effondrement, qui est toujours possible à mon avis, pas probable, parce que je ne partage pas ce constat et cette crainte de risque de craquage, pour reprendre juste un terme qui a été employé, et je ne l'espère pas non plus, mais je pense que vous aussi. Donc, sauf effondrement, nos descendants, à quoi ressembleront-ils? Qui seront-ils? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas de boule de cristal, mais nous regarderons sans doute comme des êtres arriérés, ou arriérés en tout cas, qui n'avaient pas la chance de disposer de ce dont eux disposeront, et ils en disposeront parce que nous n'aurons pas arrêté, parce que nous ne nous serons pas dit « Ah bah ça y est, aujourd'hui, là, maintenant, ça suffit, c'est fini ». Et quand on voit le potentiel, qui est un potentiel, je suis d'accord, qui est aussi dangereux et destructeur, mais qui est aussi un potentiel constructeur et d'émancipation qui est entre nos mains aujourd'hui, les révolutions qui se présentent à nous, on est à l'aube de choses qui sont absolument incommensurables, qui sont peut-être plus grandes que tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Quand je vois ça, je me dis non, il n'y a pas de limite a priori, qu'il y ait des limites a posteriori. Exemple, évidemment, quand on a réussi à fabriquer une bombe atomique, la limite a posteriori, c'est de surtout pas l'utiliser. Et le fait de l'avoir utilisée est une abomination et je le pense, un des principaux crimes contre l'humanité qui ait jamais été commis, surtout en double exemplaire. On aurait à la limite pu argumenter que le choc de sidération en lançant une bombe aurait pu suffire, mais pourquoi deux? Là, voilà, donc ça c'est un exemple. On fabrique une bombe atomique. Pourquoi on fabrique une bombe atomique? Parce qu'on s'est pas mis de limite sur l'exploration, la compréhension de la matière fissile, etc. Et aujourd'hui, ça nous donne aussi le nucléaire civil, ça nous donne aussi les scanners et tout un tas de choses, peut-être de moins les moyens d'explorer l'espace, et donc d'aller plus loin, de pousser cette limite de l'horizon, cette limite de l'inconnu, et c'est notre humanité elle-même qui est attirée, qui est poussée vers la connaissance, vers le savoir, vers la compréhension. Donc, je ne vois strictement aucune limite a priori à poser. Je vais rebondir là-dessus. Alors, je ne crois pas du tout à l'effondrement, hein. Moi, je parle beaucoup de basculement. C'est juste qu'on est on va changer de civilisation. Par contre, c'est pas un incrément, hein. C'est pas juste un petit saut. C'est même pas une renaissance, hein. Pour moi, on quitte le néolithique. Donc ça fait 10 000 ans qu'on veut contrôler la nature, et là on rentre dans un monde où on ne domestique plus le feu, les méga-feux, les méga-inondations. Donc on rentre dans un monde où on voit que la nature se réveille, hein, et qu'on a perdu le contrôle. Et donc il va falloir vivre en ayant perdu le contrôle sur la nature. Donc là, c'est très différent du néolithique où les humains voulaient contrôler la nature par l'agriculture, la domestication. La domestication, hein, c'est quand le dehors devient un dedans, hein, donc c'est vraiment du contrôle. Là, ça nous dépasse. C'est ce que dit Denis Meadows, hein, on se préoccupe beaucoup des changements globaux. Les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Donc c'est asymétrique. Il va falloir vivre dans un monde fluctuant. Les fluctuations, c'est pas la peine de lutter contre, ça nous dépasse très largement. Il va falloir vivre avec les fluctuations. C'est ça la robustesse, hein, finalement. Mais juste alors sur les OGM et tout ça, c'est un exemple typique. C'est qu'en fait, on a inventé des tas de technologies qui vont nous aider à aller dans ce basculement, hein. Ça va être un monde hybride, hein, ce qui vient. Hein. C'est Gabriel Alpern en parle bien mieux que moi, hein, sur l'hybridation. On rentre dans un monde d'hybridation parce que on est dans un moment où schizophrène. On est en train de changer de monde. Donc voilà, tous hybrides. Et donc les OGM là-dedans, je suis un peu le biologiste de service là. Les OGM, il y a plein dans la nature, ça existe les OGM, hein. Les gènes se transfèrent d'une bactérie à une plante, d'une plante à une bactérie. Enfin, ça circule beaucoup. Les virus, ça n'arrête pas de nous envoyer des gènes dans notre corps, hein. Donc on est tous des êtres génétiquement modifiés. Ça, faut le dire assez clairement. Le problème, c'est pas l'OGM. Le problème, c'est l'usage. C'est-à-dire que je prends un exemple, et on va revenir sur la question du scientifique. Un scientifique qui ferait une plante, un OGM plante, qui résiste à un virus qui va être prévalent dans l'ère du changement climatique. On pourrait dire, ça c'est un outil qui va nous permettre de lutter contre le changement climatique parce que c'est une plante qui sera plus performante parce qu'elle sera capable de résister à ce virus. Si un scientifique travaille sur ce projet-là, ça veut dire que cette plante va sortir sur le marché, et c'est un appel à la monoculture. Parce que cette plante performante va écraser toutes les autres cultures. C'est celle-là qu'on va vouloir faire pousser partout. Si on fait de la monoculture, on fragilise toute l'agriculture, parce que c'est évidemment pas la monoculture. On parlait d'agroécologie juste avant, c'est ça, hein. Donc en fait, si on fait une plante OGM très performante, en fait, on risque d'aller contre l'objectif attendu. L'inverse, en fait, on va encore plus fragiliser la filière agricole.
Oui. juste parce que Enfin, le monde fluctuant. mais personne n'a dit qu'il fallait faire ça, hein. L'exemple est caricatural et surtout, il est abstrait. Dans les faits, au moment, très peu de temps avant le rapport Meadows, il y avait un autre grand écologiste qui s'appelait Ehrlich, qui a sorti un livre, c'était en 1969, qui s'appelait La bombe P, P pour population, disant, expliquant, comme Malthus 2 siècles avant, que eh bien, l'humanité courait à la catastrophe, et plus précisément à la famine endémique. Au même moment, un homme qui a eu la médaille du Congrès américain et dont on devrait faire la statue dans toutes les écoles, même de France et de Navarre, et sur toute la planète, qui s'appelle Norman Borlaug, et que personne ne connaît, a trouvé des moyens de fabriquer des variétés hybrides, qui étaient des nouvelles variétés, d'une certaine manière des OGM, mais pas vraiment. Des Non, c'est pas OGM des avant OGM, l'heure. voilà, ouais. C'est pas techniquement, ça correspond pas à l'idée. Mais en c'est tout la cas, même voilà. philosophie. Et il n'en a pas fait une seule, il en a fait plusieurs, et on a cultivé de nouvelles variétés, etc. Alors, Je termine, c'est ce qui a été le fer de lance de la révolution verte, et ça n'a pas détruit la planète, et ça a permis à des tas de gens de survivre. Aujourd'hui, il y a la moitié de l'humanité qui survit grâce à une autre invention, qui était celle des engrais chimiques azotés. C'est une invention qu'on n'envisageait pas au début du XXe siècle, et qu'on est arrivé à maîtriser. C'est le procédé Haber-Bosch, et aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit grâce à ça. Je sais pas, je vois pas que le monde craque. Alors, je vois pas qu'on perde le contrôle sur la nature non plus. Norman Borlaug, alors il y a un exemple, donc c'est l'histoire de dire que si on fait des plantes plus performantes, ça évite la déforestation, puisque par unité de surface, on a des plantes qui ont un meilleur rendement. Et donc c'est un peu une idée naïve de faire des plantes plus performantes qui évitent la déforestation. Cette idéologie-là a été mise en place pour le palmier à huile. Le palmier à huile, on l'a planté en Indonésie, en Malaisie, avec Norman Borlaug en tête, en se disant, eh ben là, on va faire des plantes qui produisent beaucoup d'huile, hein, et c'est vrai que c'est hyper productif. C'est pas de GM, hein, c'est juste une espèce des variétés qui produisent énormément d'huile. Bah ça, c'est de l'effet rebond, c'est le paradoxe de Jevons, hein, bien connu, quoi. Et en fait, quand on fait des plantes très performantes, le paradoxe de Jevons, il marche aussi pour les plantes. Ça crée des nouveaux besoins cosmétiques, des biocarburants, et donc ça va stimuler la déforestation. Oui. Et ça, c'est Norman Borlaug. Hein. Oui. C'est pas ce qu'il voulait. Hein. Mais attendez, c'est de la pensée. On est complètement d'accord. Bien sûr. Borlaug, quand il fait ça, c'est pour permettre aux gens de ne pas mourir de faim. Et là, pour le coup, je trouve ça très performant. Ah bah oui, et sans doute très efficient aussi. Et ça fonctionne. Vous me dites, par ailleurs, ça n'a pas empêché, alors qu'on pouvait l'espérer et attendre ça. Mais en fait, c'est ça le problème. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Hein. Oui, c'est-à-dire que juste la technique ne permet pas tout. La science ne permet pas tout. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Là, je vais faire du Gunther Anders dans le texte, c'est que si on commence à faire des technologies qui sont performantes, en pensant qu'après, il y aura une régulation pour la mettre sous cadre, mais on se trompe, ça n'a jamais été le cas. La bombe atomique, on l'a fait exploser. Une fois qu'on l'a créée, on l'utilise. Il y a GESDA, hein, à Genève, c'est un centre de recherche là-dessus, qui le dit très bien, qui pose très bien la question. Ils disent, et c'est un collectif international, hein, qui sont liés aux Nations Unies, ils disent très bien, quand on développe des nouvelles technologies, ça change la société. Donc, ce n'est pas la question de savoir, on va développer des nouvelles technologies pour passer une crise et puis après, on régule. Non, la technologie, elle est là, elle va rester, l'IA va rester. Comment on fait pour vivre avec ? Alors, si c'est des technologies qui nous poussent à la déforestation, peut-être qu'on peut se dire, alors il faut peut-être mettre la régulation avant la technologie, par exemple, enfin, ou en tout cas, penser les choses un peu différemment. La robustesse, pourquoi je parle tant de robustesse ? C'est que si on fait un critère de robustesse sur les innovations technologiques, on ne fera pas les mêmes innovations technologiques. Typiquement, si je prends l'exemple de l'agriculture, on va plutôt insister pour faire des mélanges variétaux, plutôt que de faire du blé hyper performant. Parce que le mélange variétal, on ne cherche pas le rendement maximal, on cherche le rendement stable. Parce qu'on a un tiers qui est résistant aux inondations, un tiers qui est résistant à la sécheresse. Donc c'est sûr qu'à la fin de l'année, on ne sait pas exactement ce qu'on va récolter, mais on est sûr de récolter quelque chose. Dans un monde fluctuant, c'est d'abord ça qu'il faut assurer. En fait, c'est de la sérénité, hein, c'est de la sécurité, au sens noble du terme, la robustesse. Hein. Quand on est en sécurité, ça veut dire que nos actions sont au service de la viabilité du territoire. Quand on est dans la performance, en fait, on va surtout stimuler la compétition et la violence. Moi, j'entends deux choses dans ce que vous me dites. J'entends, et là je suis complètement d'accord, on ne peut pas compter que sur la science et les technologies.
Mais je suis complètement On est d'accord. d'accord. Et cet entretien va devenir ennuyeux à mourir parce que je suis complètement en phase. Évidemment, mais personne. Mais personne C'est sera- pas voilà. vrai. J'allais dire personne n'a dit ça. C'est pas vrai. Enfin, Il y a des technologues un peu illuminés qui considèrent ça, etc. Mm. Mais moi, je ne suis pas de cela et je suis Mhm. d'accord avec vous. Ça ne peut pas suffire. Mais vous me dites aussi autre chose et c'est un autre argument. Vous me dites finalement l'innovation technologique euh, peut être pire que si on ne la fait pas. Mhm. Alors là, c'est plus problématique. Mhm. Parce que quand vous faites Faudrait- une innovation type les nouvelles semences, les nouvelles Mhm. variétés de Borlog, les bienfaits sont absolument immenses À court terme. et presque incalculables. Et ce que vous dites est sans doute juste, c'est-à-dire que par ailleurs, l'existence même de quelque chose qui n'existait pas avant qu'on l'invente, avant qu'on le mette au point, etc., induit des biais qu'il faut combattre. Mais on est complètement d'accord aussi là-dessus. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire la découverte et qu'il faut pas mettre en œuvre la technologie. Parce que même si c'est que à court terme, et je pense que je voudrais mieux réfléchir à ça, mais que je pourrais même contester le fait que ce soit que à court terme. Mais admettons même que ce soit que à court terme, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire passer par pertes et profits les avantages immenses, même à court terme, qu'on aura retiré de ça, et ça ne peut pas justifier de ne pas faire ça. En revanche, science sans conscience, etc., vous connaissez la suite, évidemment, il faut aussi réfléchir au monde qui va avec, je suis d'accord. Ouais, mais donc, alors, là où on va être d'accord, et peut-être je vais nuancer, je prends un exemple de projet, le projet ITER, par exemple, de fusion nucléaire. Extraordinaire, le projet ITER. Alors, moi, je le mets à la poubelle. J'ai pas parlé de la fusion nucléaire à dessein tout à l'heure, mais je vous écoute. Mais moi, je le mets à la poubelle parce que mais vraiment, hein, je pense que c'est un projet qui n'a aucun sens. C'est que, là, donc là, c'est Georges Bataille, la part maudite. La question que je posais tout à l'heure, la première question à se poser dans un territoire, c'est de combien d'énergie a-t-on besoin? Pourquoi il faut se poser cette question-là? C'est pas seulement la limite basse pour les besoins essentiels. Il faut aussi se poser la question de la limite haute. Quand on a trop d'énergie, qu'est-ce qu'on fait de cet excès d'énergie? Ben, on le vend et on devient riche. On la dissipe et on fait la guerre. Toujours, c'est toujours ça qui se passe. Ouais, en fait, c'est tout ça. Alors là, pour le coup, je prends presque biologie parce que c'est exactement la même chose qui se passe dans les écosystèmes. Et les humains, là, pour le coup, s'alignent parfaitement là-dessus. Quand on a beaucoup d'énergie, on la dissipe très rapidement parce qu'en fait, quand on a beaucoup d'énergie, ça nous donne les moyens de conquérir, ça nous donne un avantage compétitif. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre. La Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ère du charbon et du pétrole abondant. Le XXe siècle, qui est un siècle où il y a eu énormément de guerres, ce sont des guerres qui sont faites par des pays riches ou par des pays pauvres, sponsorisées par les pays riches. Quand on est pauvre, on ne peut pas faire la guerre. C'est beaucoup trop cher. Donc, si je reviens sur le projet ITER, ça veut dire qu'on pourrait avoir, avec du tritium, à partir du tritium, avoir de l'énergie gratuite, propre, et qui produit de l'eau. Donc, vraiment, voilà, le truc, l'idéal énergétique, quelque part, une abondance d'énergie propre. Mais sauf qu'il faut imaginer que ça, on puisse le faire aujourd'hui, avec Poutine, avec Netanyahou, avec Erdogan, avec Trump. Mais il faudrait voir le résultat. Ce qui nous protège d'une troisième guerre mondiale, c'est qu'aujourd'hui, on a moins d'énergie. Enfin, en tout cas, on n'a pas accès à ce délire de la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même juste réaliser ce que c'était la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine, qui est en guerre mondiale de 41 à 45, 4 années de guerre, elle réquisitionne toutes les entreprises américaines et ça ne produit qu'un tiers de l'appareil militaire américain. L'État a dû construire les 2 tiers restants dans des usines d'État. Il faut quand même réaliser la quantité d'énergie et de ressources matérielles et humaines d'ailleurs pour faire tout ça. Aujourd'hui, ça sera quand même, c'est ça qui nous protège. Moi, je suis assez optimiste sous des airs comme ça. Mais je suis en fait très optimiste que le monde qui vient est beaucoup plus joyeux, justement parce qu'on est limité physiquement par les ressources. Et donc le projet ITER, en fait, c'est incroyable parce que le projet ITER, il faut surtout qu'il échoue. On dépense des milliards et il faut surtout pas qu'il réussisse. Bon, moi, je réfute totalement cette vision simpliste et mécaniste. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des réponses aussi fermes. Moi, j'ai surtout des questions. Si les choses humaines étaient si simples à comprendre, on a plus d'énergie, donc on fait la guerre, ça se saurait quand même s'il y avait des formules comme ça. On a fait la guerre à peu près de tout temps, à toute époque et toute société. Donc, c'est pas une question de niveau de richesse. Par ailleurs, on a souvent opposé la guerre et le commerce. C'était tout l'objet de la philosophie de Kant, et puis ensuite de ce qu'on a fait avec l'Union européenne, les accords de Bretton Woods, etc. etc. Moi, à ce que je sache, quand on a de l'énergie, on s'enrichit. Quand on a de l'énergie, on peut faire d'autres choses. On dévaste les écosystèmes, on fait la guerre à la vie. C'est pareil, pourquoi cette implication mécanique? Non, c'est pas mécanique. En fait, quand on fait de la performance, c'est toujours une performance relative. On est toujours plus ou moins performant qu'un autre. C'est par définition, parce qu'on veut être efficace, efficient. Donc c'est forcément un appel à la compétition. Et dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents.
Et ça, c'est toujours vrai. Un sportif de compétition, il sera violent avec son corps. Le pompier qui va au feu, il sera violent avec son corps dans Je l'incendie. comprends pas le pourquoi le plus violent. Je comprends pas cette vision-là qui est extrêmement, caricaturale encore une fois et manichéenne. Je sais pas moi, quand, on gagne, un marché parce qu'on a proposé, un produit, qui correspondait, aux aspirations, d'une majorité, est-ce que c'est violent? Je sais pas, je vois pas trop. Alors ça dépend, il faudrait prendre un cas spécifique, mais ça Bah, je sais pas moi, on n'est pas censé citer des marques, mais quand l'iPhone est arrivé, c'était beau, ouais. bah, vous Bah, souvenez de la oui, première fois que vous oui, avez vu un iPhone? ouais. Moi, je m'en souviens, hein, j'étais bluffé. Ouais, ouais. Non, Moi, je mais suis un c'est bah, simple c'est bah, citoyen c'est consommateur, l'iPhone est violent avec les écosystèmes, oui, ça c'est assez mais simple, ouais. oui, enfin, l'humanité, dans ce cas, est une boule de Oui, violence, parce qu'elle est depuis ses obsédée, origines. mais c'est pas déterministe. C'est-à-dire que, les humains ne sont pas obligés d'être violents avec les écosystèmes. C'est juste parce qu'on est obsédé par la performance et on se rend pas compte à quel point Mais notre on va performance revenir détruit les écosystèmes, quoi. on va revenir C'est au juste début ça. de notre conversation et moi je vous dis que, la performance de demain pourra justement être celle, consistant à restaurer notre rapport aux écosystèmes et justement à les laisser tranquilles, à les refaire, et ça sera ça la performance. C'est une question de définition de la performance. En partie, mais pour moi, si on fait que de la performance, c'est sûr qu'on va tout dévaster, hein. Ça, là, il y a pas de pour moi, il y a pas de c'est une évidence. La géo-ingénierie, par exemple, si on fait de la géo-ingénierie très performante, On va pas alors avoir le là, choix. c'est comme se prendre, c'est de la roulette russe, quoi. Si on comprend le contrôle sur le climat, vu à quel point on ne le contrôle pas, c'est sûr qu'on va se planter, hein. Enfin, c'est un accident, ça, ce que Charles Perrow appellerait un accident normal. Au regard de tout ce que vous venez de dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les politiques, ou en tout cas les hommes politiques, ou ceux qui sont en charge de faire fonctionner notre pays, puissent être peut-être un peu plus au courant de ce que vous dites? Est-ce que les scientifiques, comme vous, ont un rôle peut-être plus directif à jouer dans les politiques publiques? Alors c'est compliqué parce que les scientifiques, nous, on a un rôle d'éclaireur, on n'est pas des décideurs. Donc c'est pas à nous de décider. Là, ça serait une forme de dictature scientifique, je la souhaite à personne, hein. Les scientifiques, hein, c'est des humains comme les autres, hein, donc on fait aussi des erreurs, on se plante, enfin voilà. Et par exemple, si on est très, très motivé par son projet, on va trouver qu'il est très bien son projet et on va un peu oublier des choses, hein, mais ça c'est humain, notre cerveau est limité, on peut pas voir, tout, hein, donc voilà, on a des outils qui peuvent nous aider justement à voir les choses un peu plus largement, mais ça c'est limite. Par contre, ce qu'on peut faire, nous les scientifiques, c'est quand même un peu sortir du labo. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de scientifiques qui sont finalement, alors, qui ont un rôle essentiel dans la production scientifique, qui seraient très très bien pour contribuer au débat scientifique, mais qui ne veulent pas s'exposer. Et ça, il y a eu toute une charte de la déontologie au CNRS et ailleurs justement, parce que c'est un problème, parce que c'est très risqué pour un scientifique de faire un débat. Parce qu'en fait, on s'expose et quelque part pour sa carrière scientifique, alors c'est pas que en fait, c'est du temps qu'on passe pour parler au grand public, on va dire, et donc on ne passe pas dans son laboratoire, donc c'est plutôt une contre-performance pour sa carrière scientifique. Merci de l'accomplir pour nous alors. Non, mais exactement. Mais j'insiste, pour moi, c'est une valeur ajoutée, hein, parce que c'est plus robuste. C'est-à-dire qu'en fait, le débat science-société demande à ce que les scientifiques sortent des labos. Et donc, il faut embrasser cette contre-performance, parce que c'est ça qui peut relier science et société. Enfin, faut pas rêver. Là, on voit bien qu'il y a une distance avec le fait scientifique, hein. Le Sénat, actuellement, c'est un délire, hein, quand même. Et ben, cette distance science-société, il ne faut pas attendre que la société vienne frapper aux portes des laboratoires. Il faut que les gens des laboratoires, des scientifiques, sortent et commencent à en discuter. Mais c'est plutôt sous forme d'une discussion, d'un débat contradictoire. En fait, voilà, quand on explicite des logiques, et même ce débat permet, à mon avis, d'enrichir la conversation. Enfin, voilà, il y a des opinions divergentes, mais c'est très bien, justement. Enfin, j'espère qu'à la fin d'un débat, un dialogue réussi, c'est quand on repart avec deux logiques dans sa tête. C'est que si on repart seulement avec sa logique en étant convaincu qu'on a raison, ah bah c'est raté en fait, il n'y a pas eu de dialogue. Si on repart avec une autre logique dans sa tête, ah bah là ça veut dire que c'est un dialogue réussi parce qu'on s'est un peu transformé. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être toujours pas être d'accord, mais au moins on repart avec deux logiques explicitées. Et donc les scientifiques devraient, à mon avis, ça devrait être leur rôle premier, ça devrait, pour le débat science-société, ça devrait être ça finalement. Je sais pas si, enfin moi j'ai rien à dire spécifiquement sur ce sujet, mais je trouve que celui d'avant me stimule intellectuellement sur la relation entre l'énergie et la guerre. Et Mhm. vraiment, je ne comprends pas du tout ce paradigme. Je le comprends pas parce que si on regarde l'histoire de la guerre dans le temps long, et là je fais référence à Pinker, on s'aperçoit que le XXe siècle est celui où, contrairement aux apparences, il y a eu le moins de guerres et le moins de morts par guerre
alors que c'est celui qui a, à l'évidence, libéré le plus d'énergie dans toute l'histoire de l'humanité. C'est encore plus flagrant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 30 Glorieuses, ça a été une débauche d'énergie et une capacité à accéder aux énergies fossiles, c'est-à-dire à une énergie extrêmement puissante pour un coût ridicule. Aujourd'hui encore, on considère qu'on a, du point de vue de l'environnement, trop d'énergie à notre disposition et pourtant on vit une période de paix relative absolument sans précédent. Et puis je reviens au début de l'humanité, les gens se faisaient la guerre en permanence. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais cessé. C'est qu'on parle pas de la même des guerre. Sociétés extrêmement pauvres, qu'est-ce que c'est que pauvre aussi, enfin des sociétés sans les moyens que nous avons, etc. Au XVIIe siècle, ça a été absolument abominable. Ça a été un des pires siècles en termes de guerre. Il n'y avait pas d'excédent énergétique. On avait accès qu'à des sources d'énergie extrêmement rudimentaires. Donc cette espèce de corrélation, de lien physico-mécanique entre les deux qui prétendrait expliquer l'histoire de l'humanité, je ne la comprends pas. Il y a plein d'autres choses que l'énergie, évidemment. On ne fait pas la guerre que parce qu'il y a de l'énergie. Hein. Il y a plein de philosophies, d'idéologies qui vont stimuler la guerre. Je ne veux pas enfermer les humains comme des éléments thermodynamiques qui font la guerre quand ils ont assez d'énergie pour la faire. Voilà. Donc, évidemment que c'est plus compliqué que ça. Mais c'est quand même un facteur crucial. Et quand je parle de guerre, il faut l'élargir. Hein. Enfin, là, moi, je suis dans l'idée du contrat naturel de Michel Serres. C'est que, d'ailleurs, qui dit qu'on ne fait pas la guerre, on fait une violence, en fait. La guerre que l'on fait actuellement, elle est beaucoup plus large que juste une guerre entre humains. D'accord, ok. C'est la guerre à la nature. Voilà. En 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés sur Terre. Enfin, si en 50 ans, on disait qu'on a fait une guerre qui a tué 70% des humains sur Terre, ce serait choquant quand même. Sauf que nous, espèce humaine, on a fait ça pas avec une seule espèce, on a fait ça avec toutes les espèces d'animaux vertébrés. Donc les oiseaux, les mammifères, les batraciens, les reptiles. Ça, c'est majeur. Et pourquoi on fait ça ? Il faut quand même avoir assez d'énergie pour le faire. Bien sûr. Mais évidemment, vous faites la corrélation entre l'amélioration de la condition humaine et cet effet de vase communicant qui est un report et un déport sur la nature. Alors, amélioration de la condition humaine, c'est quand même à pondérer. C'est que oui, alors il y a plein dans sociétés, en moyenne, ça s'est amélioré, mais il y a aussi des reculs énormes. Le travail, par exemple. Hein, l'histoire, d'ailleurs, c'est très étonnant. Après la Seconde Guerre mondiale, grosse fluctuation, évidemment. Voilà, gros désastre. Entre 1945 et 1948, les grands mouvements internationaux, les grandes lois, les Nations Unies, c'est 3 années de robustesse. C'est là où on fait la sécurité sociale, le statut du travailleur, la charte de la Havane, les droits de l'homme, la création de l'IUCN. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses qui se créent à ce moment-là. Et en fait, c'est un moment où on fait de la robustesse. C'est vraiment au service de la viabilité du territoire dans toute sa dimension. Donc là, c'est un grand moment de robustesse. Et puis après, en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Je vais aller directement aujourd'hui. L'ubérisation de l'économie. En fait, alors, moi, je suis fonctionnaire, par exemple. Donc ça veut dire que mon salaire est associé à ma personne. Quand on travaille dans une boîte privée, qu'on a un statut de salarié, le salaire est associé au poste. Donc c'est déjà un peu moins favorable, on va dire. Et puis Uber, alors là, c'est carrément le salaire est associé à la tâche. Et donc ça, c'est le statut du travailleur du 19e siècle. Donc l'ubérisation, c'est une régression sociale. Enfin, ça, je pense que à peu près tout le monde doit être d'accord avec ça. Donc il y a aussi ça. Je veux dire, quand je parlais de 2012, le moment où l'espérance de vie en bonne santé diminue aux États-Unis, en fait, on est dans le moment de la contre-productivité de cette performance. Enfin, sans même parler des écosystèmes. D'un point de vue économique, on arrive au bout là, d'un truc quand même. Non, mais attendez. 3300 milliards d'euros de dette, quand même, en France. Vous parlez de la dette ? Oui, 3300 milliards. Quand on arrive à autant de dettes, je veux dire, quand les 500 plus grandes fortunes de France, en 10 ans, passent de 8% du PIB national à 40% du PIB national, on sait très bien que les 10 prochaines années, ce ne sera pas possible de faire pareil. Ce ne sera pas au même rythme. Mais parce que là, il y a tellement de sujets. Parce que non, mais c'est juste des indicateurs pour dire qu'on arrive au bout de quelque chose. Prenons le chauffeur Uber. Ouais. Il n'est pas que chauffeur Uber dans sa vie. Oui, il a une vie globale. La question, c'est est-ce que sa vie globale, par exemple, en tant que consommateur aussi, parce que c'est un travailleur, c'est-à-dire c'est un producteur, c'est aussi un consommateur, si on prend donc la globalité de sa condition, est-ce qu'elle n'est pas meilleure que des gens comparables de sa condition il y a 40 ans 70 ans, 100 ans, 150 ans, ça me paraît une évidence. Non, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et donc, je vais citer Ivan Illich. Ivan Illich, par exemple, il dit « La médecine est l'alibi d'une société pathogène ».
Et ben Uber, c'est pareil. Ça te donne l'impression que tout va bien parce que j'ai du boulot, j'ai un statut social, et cetera, alors que je suis en train d'être coincé, je n'ai plus de retraite, je n'ai plus de statut social, donc j'ai l'illusion que ça va mieux, mais en fait, je suis complètement esclave d'une structure, très lointaine. En fait, c'est ça, enfin, c'est ça qu'il faut quand même réaliser, quoi. On est dans un moment de contre-productivité, mais à peu près dans tous les champs, hein. Mais vous vous rendez bien compte que la situation des gens était quand même largement plus compliquée il y a quelques décennies. Ah mais c'est pas je veux pas revenir en Seulement. arrière, Ouais. c'est pas l'idée de revenir en arrière, D'accord. on va faire de l'avant. Ouais. On a appris de tout ce qu'on a appris. Je suis pas anti-technologie, je suis pas anti-progrès, et cetera. On va progresser, hein, de toute façon, c'est notre chemin, hein, finalement. On va progresser, donc on va apprendre de tout ce qu'on a appris ces dernières décennies, notamment. Mais sauf qu'il va pas falloir continuer sur les mêmes rails. Enfin, ça, on va tous les deux être d'accord. Les rails sur lesquels on est actuellement, c'est le mur. Ça, on le sait. C'est quoi les rails dont vous parlez? Ah bah, Qu'on c'est soit un très- réchauffement de la planète à Ah plus oui, 4 là on est degrés, et complètement donc là, il y a d'accord. plus d'humains, Les quoi. rails, ok. Voilà, donc il Voilà. faut vraiment dérailler Oui. au sens premier du terme, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est sur des rails. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, alors le monde d'après, c'est pas un retour en arrière. On va pas devenir des peuples premiers, ou on va pas revenir au Moyen Âge, on va pas revenir en 1900. On sera en 2030, on sera en 2050, ce sera une autre vie. Alors ça sera voilà beaucoup plus. Enfin moi, la vision que j'ai, hein, pour le monde qui vient là, si on fait un peu de prospective, c'est un monde beaucoup plus joyeux en fait, hein. C'est un monde qui est beaucoup plus où on bascule d'une économie des biens à une économie de l'usage, des Là, services. ça, on est 100% d'accord. Agroécologie, c'est-à-dire quand on dira agriculture, eh ben, ce sera de l'agroécologie. Il n'y aura même plus besoin d'avoir un mot particulier pour ça. L'agroforesterie sera partout. Il y aura des arbres On est partout, sur tous complètement les d'accord. champs. Le tout réparable sera généralisé. Et on aura réindustrialisé de façon massive dans le pays. On aura des conventions citoyennes massives partout. Il y aura beaucoup plus de participation. Et il y aura juste des moments où il y a quelques meneurs qui vont trancher, ou des meneuses, voilà, qui vont trancher. Mais ce sera un monde nettement plus riche en interaction, parce qu'on aura basculé de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions. Et ben, ce monde-là, c'est un monde où on a mis la robustesse avant la performance. Bon, alors encore une fois, moi je Là peux pas, voilà, mais sur l'objectif, je pense qu'on peut complètement le partager. Mhm. Là où peut-être il y a des divergences, c'est sur les moyens d'y arriver. Parce que, selon moi, mais j'aurais largement de quoi développer ça, mais il n'y a que le durabilisme, c'est-à-dire le fait de changer la nature de la croissance économique sans surtout l'abandonner, qui nous permettrait de sortir de l'ornière et d'arriver à une société qu'on jugerait meilleure tous les deux, mais poursuivre la voie de la croissance économique verdie, d'une croissance économique verdie, nécessite de la performance. Donc je pense qu'on est d'accord et que c'est une question de vocabulaire, in fine. Alors oui et non, c'est qu'en fait, ça dépend comment on définit la croissance économique. Si c'est la croissance du PIB, on va pas être d'accord, parce que le PIB est un objet économique très mal défini, hein. Enfin, quand on extrait des minéraux d'une mine, on crée de la valeur. Donc on va augmenter le PIB. Alors qu'en fait, on est certainement en train de polluer son territoire avec des polluants éternels. Et donc en fait, à long terme, on est en train de perdre du capital, et en plus de rendre un territoire incultivable, invivable. Donc en fait, le PIB, si on revisite ce que c'est que le PIB, alors là, oui, peut-être qu'on peut parler de croissance, mais il faudrait vraiment l'inverser, hein. Enfin, Jason Nickel parle de l'IDD, l'indice de développement durable, ce qui pourrait être durabiliste, en effet. Donc c'est l'indice de développement humain, normalisé par l'empreinte matérielle et environnementale du territoire. Donc ça, cet IDD-là est très intéressant, parce que d'ailleurs, il inverse beaucoup de choses, hein. Les pays qui sont les premiers, c'est plus du tout la Norvège, hein. La Norvège, je crois qu'elle est 157e, hein, en termes d'IDD, par exemple. Ouais, je pense que là-dessus, on va pas non plus être complètement d'accord parce que on va de toute façon, quoi qu'il en soit, avoir besoin d'un indicateur qui mesure le profit. Euh, une économie ne peut subsister sans se cracher qu'à partir du moment où il est encore possible, même si c'est une faible possibilité ou une possibilité hypothétique que ça ne se réalise pas, de faire du profit. Et il faut un indicateur qui mesure le profit. Et le profit permet ensuite d'alimenter les autres indicateurs qui peuvent être de l'IDH, l'indice de ça va très bonheur bien, ouais. individuel, etc., etc. Ouais, Il y en ouais. a plein d'autres. Donc si on est d'accord là-dessus, alors là, il n'y a pas de Mais par contre, il faut pas de qualifier le problème. profit. Il faut qualifier le profit. C'est que la profitabilité ou la rentabilité d'une entreprise, par exemple, dans le monde stable, abondant en ressources, le monde de l'abondance du pétrole, c'était corrélé à la performance. Plus une entreprise était performante, plus elle était rentable. Dans un monde fluctuant, très fluctuant, les entreprises les plus performantes, ce sont celles qui sont les plus canalisées, les plus adaptées et les moins adaptables. Donc, c'est celles qui vont se planter en premier. Et donc, la rentabilité d'une entreprise dans le monde fluctuant, c'est corrélé d'abord à la robustesse.
parce que les plus performantes se plantent, ouvrent le marché et permettent aux robustes de rester. À partir du moment où vous internalisez le coût environnemental, Mhm. donc celui de l'extraction et de la production, vous redéfinissez La performance. la performance, je ne sais pas, Ouais, mais oui, ouais. oui, la C'est ça, performance, c'est ça, parce que absolument. ouais. Et surtout, le profit. C'est-à-dire Ouais. que ce que vous appelez profit aujourd'hui et demain, avec entre-temps cette transformation, n'est plus du tout la même chose. Ouais, mais c'est pour ça, moi j'appelle ça la robustesse. C'est-à-dire que plutôt que de garder le mot de performance, qui va, à mon avis, nous laisser sur les rails, pourquoi ne pas appeler ça la robustesse? Parce que c'est la Mais robustesse. oui, mais C'est si ce qu'on c'est une performance qui est adaptée à l'environnement, pourquoi pas rester sur la performance? Ouais, c'est Bah, pour moi, c'est pareil. idéologique. En fait, la performance, encore une fois, c'est ce qu'il faut faire dans un monde stable et abondant en ressources. Ça marche très très bien. C'est comme ça qu'on est viable dans un territoire. Si le monde est stable et abondant en ressources. C'est le modèle du parasite, hein. Le parasite, il fait ça et ça marche super bien. Dans un monde qui est fluctuant, où il peut y avoir des ruptures chroniques de ressources, ben, on fait de la robustesse. En fait, c'est presque un problème de sémantique finalement. Ouais, Parce que je crois. pense que sur le Ouais. fond, on est assez Ouais. d'accord. Mais garder le mot de performance, à mon avis, est problématique parce qu'on ne va pas dérailler si on reste sur le mot de performance. Il faut réaliser à quel point c'est ontologique ce qui nous arrive là. Vous avez rapidement parlé de la notion d'effondrement que vous disqualifiez, Olivier Amand. Vous êtes globalement tous les deux assez optimistes, j'ai l'impression. En tout cas, Antoine Bueno, vous l'êtes, et c'est à vous que je pose la question. Compte tenu de cet optimisme, comment vous expliquez que la quasi-totalité de nos récits d'anticipation, donc sur lesquels quand même, je crois que vous avez travaillé et sur lesquels se basent beaucoup de détracteurs de la société actuelle pour dire que la société actuelle va s'effondrer. Voilà, on pense à Black Mirror, on pense à Don't Look Up, qui a eu beaucoup de succès à Hollywood. Pourquoi ces récits dépeignent un avenir sombre et inquiétant systématiquement? Alors, déjà, première observation qui, à mon avis, a son importance, les récits de science-fiction, et en particulier d'anticipation, souvent ne parlent pas du futur. Souvent parlent du présent. C'est une manière d'extrapoler des problématiques actuelles. Donc, du coup, dans cette optique-là, la question, on est un petit peu à côté. C'est un moyen, je dirais, ludique, parfois vital quand on est dans des sociétés, par exemple, totalitaires, dictatoriales, de parler des choses dont on n'a pas le droit de parler. Mais dans une société ouverte, c'est un moyen ludique de le faire aussi, avec des métaphores, des extrapolations, etc. Maintenant, je ne veux pas complètement botter en touche. Il est vrai que la science-fiction et l'anticipation traduisent aussi un rapport à l'avenir. Ce que nous ne connaissons pas nous attire et nous effraie. La science-fiction est devenue le réceptacle de nos principales peurs concernant cette forme de l'inconnu qui est l'avenir. D'ailleurs, à telle enseigne, ça c'est assez extraordinaire, que on pourrait classer chaque sous-genre de science-fiction comme relatif à une forme de peur. Par exemple, il y a un sous-genre de la science-fiction qui est le contact, c'est l'expression de notre peur de l'autre, de l'inconnu, de l'étranger. Vous avez un sous-genre de science-fiction qui est le cyberpunk, qui est clairement l'expression de la peur, de la déshumanisation du monde. Un sous-genre de science-fiction qui est la dystopie, qui est la peur du totalitarisme, etc., etc. Alors, moi, je l'explique par le fait que l'inconnu nous fait peur et que ce genre d'expression, qu'il soit littéraire ou cinématographique ou autre, en est devenu le réceptacle. En revanche, ça pourrait aussi, et moi je crois qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus, d'ailleurs j'essaye ou j'espère y contribuer, faire de la science-fiction quelque chose d'autre, c'est-à-dire aussi un réceptacle de nos espoirs et potentiellement même un gouvernail de notre avenir, parce que l'avenir, c'est pas quelque chose de figé, c'est aussi quelque chose sur lequel on a forcément une prise, c'est quelque chose que d'une manière ou d'une autre, on peut prédéterminer, sur lequel on peut au moins essayer d'agir. Et ben, je vais rebondir là-dessus. Il y a une très belle citation de Jean Baudrillard dans Simulacre et Simulation. La science-fiction n'existe pas. Et donc, c'est exactement ça. C'est ce que vous dites. Le présent est dans la science-fiction. Et alors, moi, j'adore la science-fiction justement pour ça, parce que alors, sur l'histoire de la critique de la performance, la plupart des récits de science-fiction, ce sont des récits de sociétés suroptimisées qui On y craquent. revient.
Et oui, c'est incroyable. C'est en fait 1984, Bienvenue à Gattaca. Enfin voilà, c'est à peu près le cœur nucléaire hein, de la science-fiction. C'est un monde qui allait trop loin dans la performance et qui craque. Et donc c'est pour ça que j'adore tellement la science-fiction parce qu'en effet, ça met le doigt là où ça fait mal. Ce monde de la performance qui part dans un délire. Sauf que cette science-fiction-là, en effet, c'est du présent. On est déjà dans ce monde suroptimisé. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait inventer des nouveaux modes de science-fiction qui sont très désirables. En fait, on a vraiment besoin de ça. Il y a quand même une épidémie de dépression chez les ados actuellement. Il faut s'en rendre compte. Parce que les ados, on leur dit, bah voilà, votre siècle, il va être pourri, il faut faire des efforts. Bon, bah évidemment que là, ils partent en vrille. Hein. Donc, au contraire, moi, j'ai envie de leur dire, aux jeunes, là, en fait, c'est de dire, oui, ça va fluctuer au 21e siècle, ça, c'est du fait scientifique, hein, ça va tanguer très fort, mais ça va vous donner le pouvoir et la légitimité de tout changer. Mais il faut aussi qu'on soit capable de sortir de notre bulle, je dirais européenne et peut-être même spécifiquement française. Les jeunes du monde entier, et je dirais presque les gens du monde entier, n'ont pas une vision très négative de l'avenir. Il y a énormément de peuples dans tous les pays du monde, à commencer par les États-Unis, mais même en Chine, même en Afrique, qui ont envie de croquer le monde à pleines dents et qui attendent l'avenir avec envie Bien sûr, et bien sûr. enthousiasme. C'est vrai que nous, on fait partie d'une zone géographique qui est particulièrement dépressif, anémié, peut-être avec toute force Mhm. raison d'ailleurs, hein, Mhm. mais ça ne reflète pas, je pense qu'il y a un Oui, oui. enthousiasme vis-à-vis de l'avenir Oui, qui est qui est largement partagé partagé et par puis les humains. voilà, puis qui va avec la jeunesse en plus, hein. Mais alors il y a aussi dans les pays du Sud, des activistes jeunes qui font des choses incroyables. Enfin, c'est le film de Flore Vasseur, hein, Bigger Than Us, qui l'illustre très bien. On est dans un moment de synchronicité, c'est que les jeunesses mondiales, qui sont en résistance par rapport au monde d'avant, se rejoignent, sur le rapport aux femmes, sur le rapport au milieu naturel, etc. Il y a beaucoup de lois là, qui sont passées par des jeunes, hein, en fait, qui ont été poussées par des jeunes, hein, que ce soit au Liban, en Indonésie, ailleurs. Hein. Enfin, donc on est dans un moment, à mon avis, d'opportunité, finalement, d'un certain point de vue, pour la jeunesse et notamment pour investir ce futur-là. Mais par contre, si on leur dit tous les jours hein, qu'il faut faire des efforts et que ça va être pourri, c'est sûr qu'ils ne vont pas y aller. Hein. Il faut que cette science-fiction-là, en tout cas que cette fiction du futur, soit désirable. Ça, c'est sûr. Mais le monde va être pourri, il faut faire des efforts, c'est pas ce qu'on dit aux gens ailleurs qu'en Europe. Donc, on donne beaucoup plus d'espoir. On dit, bah, demain, vous serez plus riche, demain, vous serez émancipé si vous êtes femme, demain, etc., etc. Il y a beaucoup de choses positives qui sont attendues. Mm. Après, il ne faut pas que ce soit, je vais pas lancer un débat, tout à fait, hein, je suis d'accord sur le fait qu'en effet, nous, on est un peu voilà, dans enfin, j'ai presque envie de dire la connaissance centriste. Hein, c'est un peu plus on voit le futur qui arrive, on se dit, ah oui, en fait, non, ça va fluctuer très, très fort. Et peut-être qu'en fait, si on est dans un pays où on se dit, bah là, on est parti pour faire des jours heureux, allons-y. Sauf qu'en fait, si c'est quand même toujours sur l'ancien modèle, ça va pas marcher. Mais sauf que ce qu'on voit dans les pays du Sud, c'est qu'ils sont en fait très en avance. Bon, si on les a un petit peu cantonnés dans des visions un peu passéistes, alors qu'en fait, très souvent, ils sont parfois bien plus en avance que nous. L'agroécologie, par exemple, ça vient d'Amérique du Sud, qui a été relancée dans les années 80 en Amérique du Sud. C'est nous qui, voilà, benoîtement, on remet ça à l'ordre du jour depuis 20 ans, là, à peu près 20-30 ans. Quoi. Mais ça vient du Sud. Hein. Le tout réparable, en Afrique, ils ne nous ont pas attendu pour faire du tout réparable. Hein. Ils sont bien en avance. Hein. Les philosophies, hein, le Ubuntu africain, le Buen Vivir sud-américain, le Swaraj indien, le Tangping chinois, tout ça, c'est des philosophies qui viennent du Sud. On est dans un moment décolonial, mais au sens vraiment très positif du terme, c'est-à-dire que c'est un moment où enfin on commence à écouter les pays du Sud pour changer un peu nos visions. Et c'est même la colonisation qu'on vit de l'intérieur, là, les villes qui ont colonisé les campagnes, aujourd'hui, enfin depuis très longtemps, hein, le Wi-Fi qui va dans les villages, c'est un peu aussi ce mouvement-là. Aujourd'hui, maintenant, on parle de la ville du quart d'heure. Donc ça veut dire que c'est le modèle village qui s'invite en ville. Donc on est dans un moment vraiment d'inversion. Et donc, à mon avis, quand on est jeune dans ce monde-là, qu'on se projette dans ce monde-là, c'est un monde d'interaction, un monde de coopération, un monde de respect de l'environnement. Enfin, c'est un monde nettement plus joyeux. Quoi. Alors moi je suis d'accord, c'est joyeux, mais on vit vraiment pas dans le même monde. Hein. Parce que je pense que la plupart des jeunes dans le monde ont des aspirations qui sont parfaitement occidentales. Ils veulent s'enrichir, ils veulent créer des entreprises, ils veulent entrer dans le monde du numérique, de la tech. Ils sont parfaitement matérialistes, ils ont une vision occidentale de l'histoire avec la linéarité du progrès. Et donc oui, peut-être qu'il y a des influences et forcément on va aller dans un monde syncrétique. Mais
globalement, l'occidentalisation globale et l'universalisation par l'occidentalisation, c'est quand même, pour moi, le rouleau compresseur et le fait majeur. Mais même chez nous, il y a plein de jeunes dont le rêve, c'est de passer les vacances à Dubaï. Donc, Voilà. c'est pareil. Mais par contre, presque notre responsabilité, puisque quand même le modèle occidental s'est répandu partout, c'est d'être un tout petit peu exemplaire sur ces sujets-là et de plus vendre ce modèle-là et donc de le vivre dans son territoire comme n'étant plus le modèle désirable. Si on continue, nous, à vendre ce modèle-là, faut pas rêver. Tout le monde va y aller, quoi. Enfin, ça, en tout cas, on va pas aider à dérailler, quoi. Ouais, il faudrait, ça nous prendrait trop de temps, je pense, mais redéfinir ce que vous entendez par ce modèle-là précisément. Un modèle productiviste, quoi, pour le dire rapidement. Ah oui, alors c'est effectivement là, on va, je pense, pas être d'accord, parce que je vois pas comment, sans productivisme, on peut justement changer le monde, même dans la. C'est ça. Donc on revient sur la le meilleure. voilà, au début. Ouais, c'est Voilà. ça, le productivisme, en fait, ça marche à court terme, mais ça épuise tout le monde, les ressources naturelles et humaines à moyen terme. Donc en fait, le productivisme, ça marche à court terme. C'est le Fritz Haber, le procédé de Haber. En effet, aujourd'hui, c'est incroyable. On pourrait plus s'en passer pour nourrir l'humanité. Sauf que, en fait, si on continue sur le nitrocène, finalement, c'est un peu l'anthropocène azoté, quoi. C'est quand même un énorme problème pour nos futurs environnements, pour des tas de raisons. Tout cet azote là qu'on met partout, c'est l'eutrophisation des écosystèmes, etc. On est en train de détruire nos écosystèmes, on est en train de minéraliser nos sols, quoi. On est en train de créer des déserts. Et ce productivisme peut conduire à la maîtrise de technologies qui nous permettront de nous en passer. À commencer. Des technologies qui seront bien trop fragiles dans un monde fluctuant. C'est toujours pareil, on pense toujours au monde stable, mais dans un monde instable, une technologie qui dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, quoi. Mais parce que là, on est en train de relancer la conversation. On pourrait la relancer aussi sur qu'est-ce qu'un monde stable. Est-ce que le monde a jamais été stable ? Il a toujours été instable, mais le niveau de fluctuation qu'on vit, il faut quand même se rendre compte que l'air qu'on respire, actuellement, la quantité de CO2 qu'on respire, la dernière fois qu'il y avait des primates sur Terre qui ont respiré autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était des chimpanzés. Et maintenant, on va plutôt vers l'orang-outan. On est en train de remonter la chaîne des primates. Donc, il n'y a aucun humain qui a vécu les ruptures qu'on va vivre au XXIe siècle. Et vous l'avez dit, il n'y a jamais eu autant d'événements climatiques extrêmes qu'aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu aussi peu de morts d'événements climatiques extrêmes en même temps. Oui, parce qu'on est encore... Voilà. Oui, mais c'est là où... ça va tanguer de plus en plus fort. On se rend pas compte. Je vais peut-être prendre un exemple. Le numérique. Il y a énormément de technologies maintenant qui dépendent du numérique et dont on s'assoit dessus. On pense que ça va être là éternellement. Les câbles sous-marins, ils sont très faciles à couper. Toutes les armées du monde ont des sous-marins avec des ciseaux. Donc c'est très facile à couper tout ça. Et donc on a des infrastructures essentielles pour faire tourner des hôpitaux, pour faire tourner des pompiers, etc. Donc il y a un moment, en fait, les exemples où on voit des infrastructures qui ont réalisé que le monde allait devenir très fluctuant et donc qui évitent l'accident normal de Charles Perrow, c'est par exemple une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, elle est déconnectée du réseau numérique et dedans, les ordinateurs, c'est des ordinateurs des années 70. Parce qu'ils sont réparables, c'est tout mécanique, etc. Il y a l'électronique, mais c'est l'électronique très old school, quoi. C'est vraiment du low-tech, quoi. Évidemment, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir les dernières technos les plus performantes, parce que ce sont les plus fragiles. Je veux dire, la centrale nucléaire, c'est l'illustration parfaite de ce que je raconte. C'est-à-dire qu'en fait, on va miser sur la robustesse avant de miser sur la performance, évidemment. Donc là, c'est plutôt positif. Oui, c'est positif, oui, exactement. C'est exactement. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que là, on s'est posé une bonne question pour la centrale nucléaire. Après, est-ce qu'il faut des centrales nucléaires ? Ça, c'est une autre question. Mais si on fait une centrale nucléaire, il faut miser d'abord sur la robustesse avant la performance. Pourquoi on le fait pour une centrale nucléaire ? Pourquoi on le fait pas pour d'autres sujets ? En fait, vous, et d'ailleurs je le comprends très bien, et vous avez raison, vous mettez l'accent sur le nombre de risques systémiques. Je crois, moi, à essayer d'avoir une vision plus globale en essayant de voir ce qui contrebalance ces risques systémiques et en constatant que jusqu'ici, si ces risques systémiques existent, c'est parce que par ailleurs, il y a le système et que le système nous apporte énormément de choses. Ce que vous dites, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un point de rupture. Il y a, en parlant sous votre contrôle, qu'à un moment donné, finalement, les risques deviennent supérieurs et donc nous fassent plus subir que nous n'avons gagné. Ça, c'est pas impossible. C'était d'ailleurs le sens de l'un de mes livres. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. C'était de savoir justement si on était... Voilà. Et on a structurellement, mais c'est pareil, il nous faudrait des heures et des heures de discussion, encore
énormément de latitude pour voir venir cet éventuel point de rupture. Et ma conviction, après avoir travaillé la question, c'est de dire que nous n'y sommes pas et que nous avons encore de belles années, mais c'est pas pour ça que le monde est beau et qu'il ne peut pas être amélioré et que les dangers environnementaux que nous avons tous les deux pointés ne sont pas considérables, ils le sont, mais nous avons encore énormément de marge avant que les bienfaits de ce que nous avons mis au point ne se retournent contre nous. C'est le mythe de Frankenstein et du golem. Il est tout à fait légitime qu'il nous habite, ce mythe, mais je crois que ça restera encore pour longtemps un mythe, et évidemment, je m'en réjouis. Alors en fait, donc là on va être d'accord parce que ce que vous mettez en avant, c'est les latitudes. Il faut qu'on ait des latitudes pour pouvoir vivre dans un monde fluctuant. Ça, c'est de la robustesse. Si on met l'accent sur la performance, on va réduire les latitudes. Encore une fois, hein, c'est un axe, je ne vais peut-être pas faire pour conclure avec un axe XY, mais en gros, un monde qui devient de plus en plus complexe et où les couplages sont de plus en plus forts, on va vers l'accident. C'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de couplage fort, donc plus on est canalisé, et plus le monde devient complexe, on est sûr que ça va râper, enfin qu'on va se planter. Donc en fait, moi, ce que je dis tout simplement, c'est que la complexification du monde, ça, c'est inévitable, hein, nos liens à l'environnement, voilà, tout ça, le monde est complexe, tout ça, on peut pas aller contre, hein, c'est très bien d'ailleurs. Mais par contre, il faut absolument pas qu'on aille vers encore plus de couplage, parce que ça veut dire qu'on va encore plus optimiser, encore plus être performant, et là, on est sûr d'aller vers l'accident. Alors que si on découple, si on désoptimise, alors là, on a des chances de garder de grandes latitudes et donc d'être plus robuste et donc de faire cette bifurcation, cette transition, ce basculement vers un autre monde et qui, encore une fois, est nettement plus désirable que le monde qu'on quitte. Enfin, si je vais le dire en une phrase, hein, le monde qu'on quitte, c'est le monde de l'autoroute. Le monde de l'autoroute, c'est on est tout seul dans sa voiture et le but, c'est d'arriver le plus vite à destination. C'est d'une tristesse incroyable. Alors que le monde de la robustesse, c'est beaucoup plus arborescent, il y a plus de chemins, plus de plans B, voilà, on peut faire plein de choses, on rencontre plein de monde sur la route, et par contre, on n'est pas sûr d'arriver à destination, hein. Peut-être arriver dans une autre destination, mais pourquoi pas? En fait, on réenchante le risque, voilà, je pourrais le dire comme ça, c'est plus jazz, quoi. Merci infiniment pour cette discussion. Thank you.